Eren déclenche les grands terrassements comme signe de liberté pour son peuple, les Irodiens. Il a préféré l'extension du monde entier que celui de sa communauté ou de ses amis, là où un héros normal sacrifierait plutôt lui-même, sa famille ou même ses amis. Ces moments où il déclare la guerre au reste du monde en envoyant des tonnes de titans colossaux aller écraser la population en dehors du mur, cette scène accompagnée de son discours nous ont épatés et choqués, prouvant au reste du monde à quel point le pouvoir de l'originel était terrifiant. C'est là en fait une des scènes les plus inoubliables et marquantes dans l'histoire de l'attaque des Titans. Dans cette vidéo, on te réserve encore 6 autres moments les plus marquants et choquants dans la Japanimation. Gojo s'y déchaîne. Jujutsu Kaisen, la saison 2 laisse personne indifférente. Gege Akutami et les studios d'animation MAPPA nous ont récompensé d'avoir attendu près d'1 an pour revoir les aventures du meilleur exorciste de l'école d'exorcisme de Tokyo. Ces moments prennent place à l'épisode 9 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru fait face à Mahito et à Jogo, et Mahito s'amuse comme un enfant à altérer les humains, les transformant en fléaux. Mahito prend un malin plaisir à déchiqueter des tonnes d'humains, tout en sachant que Gojo n'est pas comme Yuji Itadori. Gojo accepterait que quelqu'un d'humain soit tué si cela lui permet d'exorciser Mahito et compagnie. Tout laisser à croire que Gojo allait se laisser faire et les attaquer directement. Ça, c'est mal connaître Gojo Satoru. Pendant que Mahito et compagnie se délectaient sur les prochaines étapes, Gojo joint ses doigts et lance son extension du territoire, la sphère de l'espace infini. À cet instant précis, Gojo a étendu son territoire de 0,2 secondes. Dans cet état, Gojo est concentré et on apprend sur son territoire par la narratrice que pendant ce laps de temps, Satoru Gojo a bourré l'équivalent de 6 mois d'informations aux civils que tous les survivants de B5F étaient capables de retourner dans la société après 2 mois de réhabilitation. Telle est la puissance de la sphère de l'espace infini. Dans cet état, Satoru Gojo est concentré à max. Il se déplace à une vitesse déconcertante et là où il passe, on aperçoit les têtes des humains altérés qui volent de partout. Il a éliminé tous les humains altérés à l'espace de 299 secondes. Une fois de plus, Satoru Gojo nous a encore prouvé qui est réellement le plus fort parmi les exorcistes. La transformation de Kaneki Ken. La scène des transformations de Kaneki Ken face à Jason est l'un des moments les plus intenses et déchirants de Tokyo Ghoul. Après avoir été capturé par Jason, un cruel tortionnel Ghoul, Kaneki endure une série de tortures physiques et psychologiques. Jason lui inflige des souffrances extrêmes, cherchant à briser sa volonté et à révéler sa nature de Ghoul. Au cours de cette séquence, les images sont souvent explicites, illustrant la brutalité des actes commis par Jason sur Kaneki. Les expressions de terreur et de douleur sur les visages de Kaneki reflètent la profondeur de sa souffrance physique et émotionnelle. Les hurlements et les cris résonnent, créant une atmosphère oppressante qui amplifie l'impact de la scène. Alors que Kaneki est torturé, les flashbacks de sa vie antérieure, ses rencontres avec ses amis et sa passion pour la lecture entrecoupent la brutalité présente. Ces rappels contrastent forcément avec la cruauté de Jason, soulignant la perte de l'innocence et la transformation de Kaneki en une créature désespérée. La véritable transformation survient lorsque Kaneki, au bout du désespoir absolu, évoque une manifestation monstrueuse de sa Ghoul intérieure. Ses cheveux deviennent blancs, ses yeux s'éteignent de rouge et sa personnalité subit un changement radical. La musique en arrière-plan intensifie la tension, créant une symbole discordante de désespoir. Cette scène des transformations représente le point de basculement pour Kaneki, marquant le début de sa quête de compréhension de son identité, de ses pouvoirs et de sa place dans le monde de Ghoul et des humains. Elle est poignante, traumatisante et reste gravée dans la mémoire des spectateurs en raison de sa puissance émotionnelle et de son impact visuel. Les moments forts dans les animés sont des instants où l'intensité émotionnelle, l'intrigue captivante et souvent des retournements de situations inattendues convergent pour laisser une impression durable sur les spectateurs. Ces moments transcendent les écrans pour devenir des expériences mémorables et puissantes qui résonnent bien au-delà du visionnage initial. La tragédie des Gat et Casca. L'éclipse dans Berserk est une séquence extrêmement intense et déchirante qui plonge le protagoniste dans l'horreur et le désespoir.
L'éclipse dans Berserk est un tournant cataclysmique qui catapulte les protagonistes, notamment Gat et Casca, dans un cauchemar sans précédent. Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, réussit à créer une séquence qui transcende les limites de l'horreur et du désespoir, laissant une marque indélébile sur les lecteurs. Dès le début de l'éclipse, l'atmosphère devient oppressante et sinistre. Les apôtres des créatures démoniaques déformées émergent de ténèbres, déchirant les voiles entre le monde. Leur présence grotesque et leur comportement sadique créent une atmosphère de terreur palpable. Les cris des victimes, les hurlements des démons et les mélanges sang et des ténèbres contribuent à une vision d'horreur inoubliable. Gat, Casca et leurs compagnons qui ont lutté ensemble jusqu'à présent se retrouvent impuissants face à l'ampleur de forces démoniaques. Les apôtres déchaînent leur fureur sur les protagonistes, déchirant leurs rêves d'un avenir paisible. Les relations entre les personnages sont brisées et l'alliance qui les unissait est cruellement détruite. Le désespoir atteint son apogée lorsque les apôtres sacrifient des êtres humains pour ouvrir un portail démoniaque. Le sacrifice, souvent des êtres chers aux protagonistes, ajoute une dimension tragique à la scène. Les transformations démoniaques qui s'ensuivent, notamment celle des Griffiths, qui décident de sacrifier ses amis aux démons, laissant une empreinte indélébile de terreur et de désolation. Casca en particulier subit des épreuves indicibles, laissant une cicatrice émotionnelle permanente. La nature brutale de l'éclipse provoque une rupture psychologique profonde chez les survivants, marquant le début d'un périple sombre et tortueux pour Gat. La mort d'Ai Oshino. La mort d'Ai Oshino dans Oshinoko est un événement marquant qui a des répercussions profondes sur l'ensemble de l'anime. Ai Oshino est une idole adulée qui vit une vie apparemment parfaite tout en cachant ses enfants, Aquamarine et Ruby, du public pour préserver sa carrière. Un jour, un fan obsessionnel qui a découvert l'existence de ses enfants et s'est senti trahi par son secret parvient à trouver son adresse. Dans un accès de colère et de confusion, il la poignarde dans le ventre. La scène est choquante, contrastant fortement avec l'image de rêve associée à la vie d'idole d'Ai. Ai, grièvement blessée, assise sur le sol, saignant abondamment. Dans ces derniers instants, elle montre un amour profond et inconditionnel pour ses enfants. Elle leur dit qu'elle les aime, révélant ses véritables sentiments, ce qui est symboliquement important car Ai avait souvent du mal à comprendre et à exprimer l'amour en raison de son passé difficile. La mort d'Ai est un puissant symbole de sacrifice maternel et d'amour inconditionnel. Malgré ses blessures, elle pense d'abord à ses enfants et exprime enfin son amour pour eux, ce qui montre sa véritable transformation en tant que mère. La scène met en lumière la dualité de la vie d'idole où le glamour et la perfection cachent souvent une réalité beaucoup plus sombre et difficile. Ai représente à elle seule cette dualité, ayant dû cacher des aspects cruciaux de sa vie pour maintenir son image publique. Les enfants, Aquamarine et Ruby, sont témoins de la mort violente de leur mère, symbolisant la perte de leur innocence et la fin brutale de leur enfance protégée. La nouvelle création Made in Heaven. Made in Heaven est un stand extrêmement puissant, capable de contrôler le temps à courte portée dans JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Made in Heaven peut manipuler les forces gravitationnelles de la Terre, de la Lune et de l'univers entier, conformément à la théorie de la relativité d'Einstein. Lors de son activation, il accélère progressivement le flux du temps dans tout l'univers. À mesure que le temps s'accélère, les événements non bioniques comme la fonte, les mouvements des objets et même la décomposition de corps se déroulent à une vitesse vertigineuse. Les temps, les objets semblent être figés dans le temps, incapables de réagir efficacement à cette accélération extrême. Sous l'effet des Made in Heaven, le soleil semble tourner à grande vitesse dans le ciel. Des phénomènes comme l'érosion sont visibles instantanément. Les adversaires de Pucci, même ceux avec des capacités temporaires comme Star Platinum, sont dépassés par cette vitesse accrue, ce qui donne à Pucci un avantage décisif en combat. À mesure que le temps continue d'accélérer, l'univers entier atteint un point de disparition. À ce moment-là, un nouvel univers est créé où tout se répète selon les destins. Tous les organismes survivants sont transportés dans ce nouveau monde où ils reprennent leur vie, mais avec des mémoires prégravées des événements passés. Pucci utilise Made in Heaven pour remodeler les destins de l'humanité. Les personnes décédées dans l'univers précédent sont remplacées par des doubles similaires, mais avec des âmes et des personnalités réinitialisées. Les habitants de ce nouveau monde ont une conscience subconsciente de leur destin. Je n'ai pas d'ennemis. Vinland Saga. Vinland Saga est bien connu pour sa guerre et ses conflits, la violence entre la force motrice derrière Thorfinn. Après la mort de Thor, le désir inébranlable de Thorfinn de venger par le biais des carnages a été l'épine dorsale du développement de l'anime. Lorsque Askeladd, l'homme qui a tué son père, est mort aux mains de Knut,
Vinland Saga a pris une direction radicalement différente, explorant la philosophie du conflit et les conséquences de la guerre, plutôt que le résultat immédiat que les conflits externes a révélé. Alors que la conclusion de la saison 2, minimale en violence et profil, Thorfinn met sa nouvelle philosophie en épreuve en confrontant l'armée de Knut avec les pacifistes et en cherchant à parler directement avec Knut. Il espère le convaincre de se retirer avec rien d'autre que des mots comme armes. Cette conversation n'est pas seulement la bataille la plus importante de toute la série, mais c'est aussi une expression de toute la thèse de Vinland Saga, qui est née dans le premier épisode par Thor. Thorfinn connaît le monde de violence que Knut souhaite apporter. En raison de son passé, Thorfinn a trempé dans le sang. Peu peuvent rivaliser avec lui en matière d'expérience de la guerre et de la mort. Alors que de nombreux guerriers existent parmi le peuple viking, Thorfinn est né à nouveau dans la bataille. À cause de cette éducation, il a compris que les conséquences de ce que la guerre peut apporter, non pas les richesses et la souffrance collatérale que Knut envisage, mais le cycle de la haine avec ceux qui survivent et sont forcés de grandir entourés de ces carnages. C'était une vie qui lui a été imposée et une fois qu'Askeladd est mort et qu'il a pris conscience de ce qu'il avait fait, Thorfinn a enfin pu comprendre le poids de la guerre, expliquer que l'ambition de Knut de créer un empire ne profite qu'à la majorité. C'est le concept de paix sous le point de fer de la dictature où ceux qui ont forgé la paix peuvent en jouir. En disant « je n'ai pas d'ennemis », Thorfinn adopte une position de pacifisme et de réconciliation. Il refuse de voir les autres comme des adversaires à abattre, choisissant plutôt de trouver la paix intérieure et d'embrasser une voie plus compatissante. La déclaration symbolique également un renoncement à la violence comme moyen de résolution des conflits. Thorfinn refuse de perpétuer le cycle de la haine et de la vengeance qui a marqué sa jeunesse, optant plutôt pour une approche plus constructive de la résolution des différends. Cet acte marque le début d'un processus de rédemption pour Thorfinn qui cherche à se racheter de ses actions passées en cultivant des relations positives et en cherchant un chemin vers un avenir plus lumineux, loin des ténèbres de son passé. Voilà, nous avons sillonné les 6 fois où les animés nous ont laissé choc-barre. Alors laisse-moi dans le commentaire qu'est-ce que tu en penses et quelle est la scène qui t'a le plus marqué. Si ça se trouve, je ferai une partie 2. En tout cas, ça dépendra que de vous. Laissez-moi savoir dans le commentaire. Je lis et je réponds à tout le commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouveaux épisodes qui arriveront très bientôt. Suis-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est LadyBaby243. Je suis aussi sur TikTok. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.